Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Au fil du mandat, sur lequel je vais revenir sur notre activité parlementaire à la fois à l'Assemblée nationale, comme d'habitude, et en circonscription. Alors évidemment, la principale actualité de ces derniers mois, c'est la bataille des retraites. Cette bataille, évidemment, n'est toujours pas finie et les derniers événements continuent de complexifier la situation. Donc, en gros, on est dans une situation où le gouvernement est dans un véritable parcours antidémocratique. En gros, il a déjà utilisé le 49.3 pour empêcher que cette réforme des retraites soit votée à l'Assemblée nationale. Mais les députés de l'opposition, et notamment le groupe Lyotte, qui est un groupe centriste, a eu une proposition, c'était de redéposer en fait lors de sa niche parlementaire. Je le rappelle, les niches parlementaires, c'est le moment où les oppositions ont la maîtrise de l'ordre du jour. Et donc ils ont reproposé pour le 6 juin, donc lors de leur niche parlementaire, d'abroger la réforme des retraites, et notamment sa mesure la plus symbolique, qui est le passage de 62 ans à 64 ans. Donc ça doit avoir lieu le 6 juin, mais néanmoins, il faut bien que vous compreniez comment ça fonctionne au niveau du Parlement. Ça passe d'abord au niveau de la Commission des affaires sociales, et ce qui s'est passé, c'est que là, les Républicains, en véritable alliés du gouvernement, ont modifié la composition de la Commission des affaires sociales concernant les Républicains, et du coup, ont permis au gouvernement d'utiliser une nouvelle astuce, qui est d'empêcher que la loi telle qu'elle était proposée par Lyotte soit voté en l'état, et donc ils ont supprimé l'article principal, ce qui fait que c'est une loi maintenant où il n'y a plus rien, puisque en fait le passage de 64 ans à 62 ans a été retiré de la proposition de loi de Lyotte. Donc à 4 voix, donc ça se joue à une majorité de 2 voix, tout ça parce que les Républicains ont modifié la composition de la commission de l'Assemblée des affaires sociales. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va revenir en séance plénière, et pour que la proposition de loi initiale d'abrogation de la loi des retraites puisse avoir un sens, le groupe qui est porteur de ça va déposer cette fois-ci un amendement pour réintroduire l'article. Je sais, c'est assez compliqué, mais c'est là où on va avoir un dernier coup de théâtre a priori, puisque la présidente de l'Assemblée nationale, Braun-Pivet, a expliqué qu'elle jugerait irrecevable cet amendement. Et donc on risque de ne pas pouvoir débattre et de ne pas pouvoir voter le 6 juin sur l'abrogation de la réforme des retraites. Donc encore un coup de force de la Macronie, vous avez bien compris. Vraiment, je pense que le climat social est déjà extrêmement tendu. Je pense que ce nouveau coup de force est de nature encore à crisper plus le pays. Alors évidemment, la mobilisation n'est pas finie. Il y a une grande mobilisation, et je vous invite tous et toutes à être dans la rue le 6 juin, parce que le rapport de force se passe aussi dans la rue, et que à chaque déplacement de ministre, moi j'invite tous ceux qui nous écoutent aussi à aller en manifestation. Il y a déjà eu des manifestations à chaque déplacement des ministres et de Macron, y compris à Marseille, et ça continuera. Donc ça, c'est la première grande bataille. Effectivement, moi j'ai pris part à cette bataille comme tous mes collègues, et elle continue. Deuxième grande série de questions qu'on a abordées d'abord à l'Assemblée nationale, mais aussi localement, c'est la question des incendies de forêt. Vous saviez, j'avais porté une proposition de loi avec Mathilde Panot pour l'adapter, les forêts face aux incendies de forêt. Il se trouve que le Sénat a déposé une loi pour lutter contre les incendies de forêt, et qu'elle est passée à l'Assemblée. Donc moi je suis intervenu un très grand nombre de fois pendant la séance plénière pour rappeler, évidemment les mesures que propose la loi sont plutôt des mesures consensuelles et qui ont finalement fait l'objet d'un vote positif de l'ensemble de l'Assemblée. Mais néanmoins, il y a plusieurs problèmes. D'abord, les moyens ne sont pas là. C'est-à-dire que globalement, on demande aux forestiers de l'ONF et des CRPF, donc c'est ceux qui encadrent la gestion dans la forêt privée, d'avoir plus de missions, notamment pour former par rapport au débroussaillage, plus de missions pour qu'il y ait plus de gestion forestière durable, etc. Et en même temps, on continue de casser ces services publics avec un démantèlement de l'ONF qui est terrible, puisqu'ils ont perdu la moitié de leurs effectifs depuis les années 80. Donc ça a été un gros dossier, et hier d'ailleurs, dans le Var, j'ai participé avec deux de mes collègues, Damien Maudet et Anne Senbach, à une table ronde sur les incendies de forêt dans le Var, et ça a été aussi très riche, et ça nous a permis de continuer d'aborder notre façon de voir ces questions-là. Ensuite, un gros dossier qui va arriver, que je vous annonce, c'est le dossier des croisières.
puisque vous saviez, au début de mandat, on avait initié aussi une table ronde à Marseille sur comment sortir du croisiérisme, et on va aboutir au mois de juillet, je vous l'annonce, à une proposition de loi sur les croisières, avec en gros 4 parties. Ça y est, on a un peu travaillé sur la proposition de loi. Une première partie pour expliquer qu'il faut taxer plus cette économie, parce qu'il est inadmissible que typiquement ils payent moins de taxes que d'autres activités. Deuxième axe, c'est de préparer la reconversion, parce qu'on pense à une sortie du croisiérisme d'ici 2035 ou 2037. Donc il faut reconvertir les métiers qui en vivent. Troisième axe, c'est du marketing négatif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des grandes campagnes de publicité pour globalement dire que cette activité, comme d'autres activités, les jets privés en font partie, sont des activités de pur gaspillage de nos ressources, et qu'on ne peut pas se permettre ça avec le changement climatique. Et quatrième axe, ça va être comment on sort réellement du croisiérisme en 2035 et 2037. Voilà les grands axes sur cette question des croisières. Sur la question écologique, je suis aussi intervenu sur un dossier à Saint-Chamas qui est intéressant, qui est important pour les habitants des Bouches-du-Rhône, puisque c'est une décharge qui est liée aux incendies, d'une autre manière, puisque c'est une décharge qui a brûlé maintenant il y a plus d'1 an, et rien n'a été fait pour donc informer les populations sur les risques qu'ils encouraient, puisque la décharge est toujours là, que ce qui a été brûlé est toujours là, c'est des tonnes qui sont toujours là, et il y a eu des mesures qui ont été faites, mais elles n'ont pas été, la population n'a pas été informée de ces mesures. Donc j'ai questionné d'abord les services de l'État localement, et ensuite le ministre. Je fais une aparté sur mon travail en tant que président du groupe d'amitié franco-slovène, pour vous dire que j'ai participé notamment à l'inauguration de la Maison de la Slovénie pour les JO, et j'ai participé avant-hier, j'ai participé à la fête nationale de Slovénie qui était fêtée un peu en avance pour des raisons de calendrier à Paris. J'ai pu y rencontrer l'ambassadrice de Slovénie qui a un discours, et ça j'en suis assez heureux, assez cohérent avec nous, ce qu'on peut défendre au sein de notre travail. Incohérent pourquoi? Parce qu'elle met vraiment en avant l'égalité homme-femme, elle met vraiment en avant les questions d'environnement, d'écologie, d'éducation, de recherche. Donc on va pouvoir travailler avec elle et travailler au partenariat franco-slovène, d'autant plus que, je vous l'annonce, a priori il y aura un consulat de la Slovénie à Marseille qui va s'ouvrir, et ça c'est une bonne nouvelle. Sur l'égalité homme-femme, je vous signale aussi que je suis membre du Haut Conseil à l'égalité homme-femme, et que je participe en ce moment à des auditions sur cette question-là, notamment sur les femmes et le numérique. J'y reviendrai plus longuement prochainement. C'est passionnant. C'est un des domaines de régression sur l'égalité homme-femme, puisqu'il y avait plus de femmes, ou autant de femmes qui faisaient de la programmation informatique dans les années 80, et que ça a chuté, et qu'actuellement les femmes sont exclues du numérique, et ça c'est un vrai problème. J'en arrive à un gros dossier. Le gros dossier, c'est toujours le même, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. D'abord, on arrive à la fin de notre rapport de suivi sur l'accès à l'enseignement supérieur que je rédige pour la commission d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Donc ça, on va rendre le rapport courant juin. C'est un rapport où on va parler à la fois du service public d'orientation, à la fois de Parcoursup, mais aussi des universités et de la réussite en licence. Ça va être un rapport extrêmement dense, et ça a été un travail passionnant qu'on a mené au long cours pendant 6 mois avec mon co-rapporteur de Renaissance, Thomas Cazenave. Ensuite, on est allé et on continue de faire un peu la promotion de notre travail autour de la proposition de loi NUPES sur l'enseignement supérieur et la recherche. On est allé à Bordeaux toute une journée pour auditionner des étudiants de philosophie, des représentants des syndicats étudiants, des représentants des syndicats de salariés, et j'ai dialogué avec le président de l'université. C'était passionnant. On réitérera le même dispositif d'abord à Périgueux le 15 juin, et à la rentrée dans des tas d'autres universités. D'ailleurs, si vous visionnez cette vidéo et que vous êtes intéressé pour organiser ça dans votre secteur, dans l'université sur laquelle vous êtes, je suis disponible. On a aussi fait une question écrite sur les vacataires, parce qu'on a un problème avec les vacataires dans l'université qui sont pas du tout reconnus, qui sont sous-payés, qui sont parfois payés avec énormément de retard. Donc on a interpellé la ministre sur cette question-là. Et autre dossier en lien cette fois-ci avec Marseille, j'ai appris que l'école des hautes études en sciences sociales, a priori, quittait le centre Norbert Elias, qui est situé à la Vieille Charité, ce qui est quand même vraiment dommage. Donc j'ai interpellé le président de l'école des hautes études en sciences sociales,
sociale et je l'ai rencontré. Nous avons pu échanger sur cette question. J'ai aussi pu échanger avec le président de l'université de Marseille et les représentants de la mairie sur cette question. Et moi, je trouve vraiment dommage que le désengagement des hautes études en sciences sociales sur Marseille. Enfin, et je finirai sur ce qu'on a pu faire aussi dans la presse, hein, parce que tout ce que je vous dis là, ça ne couvre pas l'ensemble de notre activité. Nous avons réalisé au moins 3 tribunes récemment. Une première tribune dans Regard, que je vous invite à lire, dans laquelle nous expliquions pourquoi il fallait renforcer la NUPES, parce que dans cette crise politique, hein, on a parlé des retraites tout à l'heure, évidemment, il y a un grand risque que le Rassemblement national tire les marrons du feu, et notre assurance vie, c'est la NUPES. Et donc j'ai fait une tribune pour expliquer comment on peut travailler un acte 2 de la NUPES, notamment en la renforçant localement par des forums locaux de la NUPES. On va probablement en organiser en juin à Marseille et en tout cas c'est quelque chose sur lequel moi je suis très attentif. On a fait aussi une autre tribune sur le social qui est très importante que j'ai écrite pour Politis parce qu'on a quelque chose et ça c'est un Marseillais qui nous avait interpellé là-dessus. On a la tarification à l'acte qui arrive dans le travail social et ça c'est terrible parce que c'est une vraie marchandisation du travail social qui arrive et on explique pourquoi ça a été dramatique dans l'hôpital et pourquoi ça va être dramatique aussi dans le travail social et dans l'accompagnement des personnes handicapées, en situation de handicap plus largement. Donc ça, c'est une autre tribune que vous pouvez retrouver dans Politis. Et enfin, une tribune qui est sortie hier dans la Marseillaise, bonne raison de s'abonner à la Marseillaise, sur le séparatisme scolaire et qui revient sur notamment pourquoi les enfants des classes les plus aisées désertent les écoles publiques de leur quartier. Et donc, en fait, on a à Marseille un accroissement ce qu'on appelle le séparatisme scolaire, c'est-à-dire que les riches restent avec les riches, les pauvres restent avec les pauvres, et notamment le privé et les subventions aux écoles privées jouent un rôle très important sur ce sujet. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'ensemble de notre activité. Ça a été, évidemment, c'est toujours très dense. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On est en train de travailler aussi à remettre en place un site internet et on va faire une circulaire aussi, une lettre info bientôt qui va sortir probablement la première au mois de juillet. Et ensuite, si vous voulez aussi nous rejoindre localement, on fait des assemblées de circonscription. La prochaine est le 22 juin. Et donc, voilà, vous pouvez nous rejoindre lors des assemblées de circonscription. La dernière, nous étions encore assez nombreux. On est toujours entre 50 et 60. Et il y a toujours des nouveaux. Et c'est toujours extrêmement riche. Et donc, si vous voulez participer à la dynamique de la NUPES et de la France Insoumise, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est ouvert. Je reviens dernière fois, et je pense que ça, c'est la date principale, c'est le 6 juin, tous et toutes dans la rue pour se battre pour nos retraites, pour la justice sociale, et parce que c'est pas forcément lié pour la justice écologique. Merci.